Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je voudrais déjà vous remercier pour l'accueil pour la campagne Ulule, c'est très touchant, merci beaucoup. Alors oui, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo de dimanche, il y a un nouveau projet qui est sorti sur les Trois Nornes. Donc là il y a une nouvelle collection qui s'appelle la collection Mimir. C'est une collection qui est tournée vers les essais, on va dire sur la littérature de l'imaginaire et sur les réflexions autour de la littérature de l'imaginaire. C'est quelque chose qui est très peu publié en France, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Il y a le projet Ulule donc qui est disponible en barre d'infos avec le lien. Voilà, merci encore. On va passer à l'update lecture, on n'est pas là pour parler des Trois Nornes à fond, mais je voulais vous présenter 3 livres. Alors, le premier, c'est un livre qui prend de la place, c'est un livre on va dire historique qui s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants, mais tu peux le lire quand tu es un enfant, je pense vers 12-13 ans, je pense que c'est accessible, même si ça peut être très indigeste, donc peut-être 15 ans. Il s'agit donc des Rois de France, donc chez Larousse, les documents de l'histoire, donc très beau livre illustré, voilà. Avec ce genre d'illustration. Bon déjà moi j'adore parce que c'est des trucs que tu peux toucher, tu peux retirer des lettres, bref. C'est vraiment un bel objet qui est didactique, donc ça déjà c'était à souligner. Alors de quoi ça parle? Exactement, c'est une présentation générale de tous les rois qui ont marqué la France. Donc on a autant Clovis que François Ier, que Napoléon, on va jusqu'à Napoléon III il me semble. Et donc voilà, on balaye un petit peu tout ça, on se remémore un peu tous ces rois qui sont plus ou moins connus. Et le livre, ce que j'aime beaucoup, c'est que au-delà qu'il y a de la documentation, on va te faire un peu un portrait du roi en dehors de ce que nous on a reçu. Par exemple, il y a des rois qui ont eu des mauvaises images, voilà, pour telle et telle raison, par les chercheurs de l'époque, ou par les écrivains de l'époque, ou tout ça. En fait là c'est un document historique, ce qui fait que nous, du point de vue historique, le texte essaye d'être plus objectif possible. On a donc souvent comment il était quand il était enfant, comment il a accédé au trône, les grands éléments qui ont marqué son règne, et parfois il y a des petites anecdotes, par exemple les Templiers, voilà, la malédiction des Templiers. On a tout un chapitre sur Ravaillac par exemple. Pour Charles VII, on a tout un petit truc sur Jeanne d'Arc et sur Gilles de Rais. On a aussi voilà des choses sur les personnages qu'on marqué en même temps, avec vraiment très belles illustrations. Au début il y a une grande affiche avec tous les rois de France dedans. Bref, je trouve que c'est vraiment très très bien quand on veut se refaire un petit rebalayage historique. Il y a des rois moi que je connaissais, pourtant j'aime bien l'histoire, mais il y a des rois dont on connaît moins le règne, c'est quelque chose qui a moins marqué. Bon, Louis XIV il a 4 pages pleines parce qu'il voilà, il y a des rois qui ont plus ou moins une grande vie, mais ce que j'ai aimé c'est vraiment le fait d'être objectif sur les lectures en disant ce roi là à cette époque là on le voyait mal parce que voilà il n'y avait pas assez à manger, parce qu'il y avait ça, par exemple Louis XVI où on le critiquait énormément sur plein de choses, et en fait là le livre va être objectif en t'expliquant que Louis XVI avait un caractère comme ça, donc il était timide, effacé, qu'il n'osait pas prendre des décisions, ce qui a abouti voilà à cette situation là, voilà, c'était pas forcément un mec horrible. Bon, il a fait des choses pas bien, mais il y avait un côté où plus objectif, plus explicatif, et qui nous fait prendre du recul, et ça c'est vachement bien. Et il y a tout le côté complot, voilà, vraiment, je trouve que c'est formidable. Si vous avez des ados qui sont passionnés d'histoire à partir de 15 ans, je pense que ça se lit très bien. En tant qu'adulte, moi j'ai vraiment adoré, en plus il y a des trucs à regarder, bref, c'est très bien illustré, c'est très bien fait, c'est chez Larousse. Donc c'est un beau livre qui est très riche. Ils disent quand même qu'il y a 350 illustrations et plus d'une vingtaine de facsimilés, avec le testament de Philippe Auguste, le journal de Louis XIV, le rapport d'autopsie de Napoléon, voilà. Il y a plein de choses qui font que c'est riche sans être trop pointu. C'est vraiment, voilà, tu trouves un roi, tu dis ah il est cool, je pourrais acheter un livre scientifique beaucoup plus pointu sur le sujet. Là on balaie, c'est accessible et je trouve ça super sympa. Donc je vous le recommande si vous aimez l'histoire et que vous n'avez pas fait des études d'histoire. Je pense que quand t'as fait des études d'histoire ça peut te paraître simpliste, mais franchement pour les gens qui sont pas non plus des gros initiés de les rois de France, c'est vachement sympa à lire. Ensuite, je vous présente le tome 2 d'un livre qui était un coup de cœur que je vous ai présenté la semaine dernière, je les ai enchaînés. Il s'agit donc de La Première Loi donc de Joe Abercrombie. Pour le tome 1, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière, l'update lecture de la semaine dernière. Ça a été une très bonne lecture, même s'il souffre, on va dire, de défauts des tomes 2, c'est-à-dire qu'il y a des longueurs. Dans ce tome-ci, en fait, on a toute une situation où nos personnages vont avoir une longue errance pour trouver un objet de quête.
Voilà, on est dans un cliché de fantasy qui à la fin est hyper cynique. Et c'est vraiment la fin où tu te dis ah, ok, il nous a eu. Voilà, donc hyper cynique. Donc on a tous ces personnages-là où c'est un peu plus long. Il y a de la romance qui se développe assez touchante. Voilà, il y a des personnages qui sont touchants. Avec vraiment, là, on a de l'approfondissement sur l'univers, sur comment sont les dieux, voilà, sur la magie, tout ça. Il y a vraiment de l'approfondissement. On va au bout de ce qui était lancé dans le tome 1. On a des personnages qui se grisent de plus en plus. Il y a des moments dans l'histoire, tu te dis ok, ça s'est passé comme ça, d'accord, je pensais pas que l'auteur allait jusque-là. Voilà, il y a des morts où tu te dis d'accord. Et il y a des passages qui sont très sombres. Notamment, il y a un passage où j'étais en mode est-ce que je suis vraiment en train de lire ça? Donc par exemple, Glokta, qui est donc mon personnage préféré, qui est un inquisiteur qui a été tout à fait détruit, on l'a torturé, il a échoué à sa mission et qu'il a été capturé par les ennemis. Il va être envoyé en fait dans une autre ville pour un peu remettre de l'ordre parce que l'inquisiteur sur place a été tué. Donc lui il va faire face à un conseil qui va essayer de lui faire à l'envers. Et donc il y a d'autres personnages qui arrivent et il y a des scènes, notamment il y a une scène pour ceux qui l'ont lu liée au cannibalisme où j'étais en mode non, j'ai pas envie de lire ça, où j'étais vraiment en mode c'est quoi ce truc? J'ai peur. Voilà, donc il y a des scènes qui m'ont vraiment mis mal à l'aise. C'est pas forcément hyper glauque et sombre, mais il y a vraiment des moments où tu sens que le récit il tire vraiment sur quelque chose de sombre et de malaisant. Et voilà, on poursuit en fait les qualités du tome 1. En même temps, il y a ces longueurs qu'on peut pas éviter, où il y a des moments où je me suis dit j'aimerais bien avancer dans le voyage, j'aimerais bien qu'on avance sur certaines choses. Mais il y a des questions qui sont tellement bien creusées, notamment dans celui-ci, il y a toute une question, la relation amoureuse qui est très bien faite, c'est vraiment déchirant à la fin, t'es en mode non, pas ça, voilà. Et t'as toute une question sur la maladie qui est traitée, sur le handicap, sur la guerre, sur les prises de décision, sur l'opportunisme, bref. Il y a plein de choses qui font que c'est un récit qui fait très réaliste dans la façon dont est amenée la guerre, où les gens en fait sont capables de changer de camp, où les gens sont capables de faire des actes horribles, où on a vraiment des peuples qui sont différents, plus ou moins violents. Bref, ça pose vraiment le tome 3, j'ai trop hâte de savoir comment ça va exploser tout ça, parce que en plus, comme j'ai lu Un soupçon de haine qui est sa suite avant d'avoir lu donc la trilogie principale, il y a des choses où je me dis mais lui ça serait pas l'enfant de machin et machin, donc je suis en mode Gossip Girl là, je suis dit qui est avec qui exactement, mais j'ai vraiment adoré. Là ici on est beaucoup au nord, on a beaucoup parlé du nord, là je pense que dans le tome 3 on va être beaucoup dans le sud, mais il y a des choses qui sont touchantes, les personnages, tu sais jamais quelle décision ils vont prendre en fait, ils sont pas du tout prévisibles et c'est ça qui est cool, du genre t'as des personnages qui au début des tomes 1 ils étaient hyper sombres tout, et en fait avec le temps ils vont mieux, puis t'as des personnages qui sont hyper cool, qui deviennent hyper trash. J'aime beaucoup comment est traitée la beauté aussi, comment est traitée la beauté masculine, c'est qui est très différent, parce qu'en général, quand on parle de la beauté, on parle souvent de la beauté féminine, et voilà, que c'est important pour une femme, voilà, machin. Et là, ça prend un parti aussi, je trouve que ça renverse surtout certains clichés. On a une jeune femme dedans qui est pas du tout une représentation féminine habituelle, on est sur quelqu'un de très froid, très fort, très animal, et bref, je suis vraiment conquise par cette histoire. Bon, il y a toujours le fait que les nanas sont toujours comme ça et magnifiques dans le récit, voilà, mais sinon c'était vraiment très cool, donc je recommande, c'était vraiment très sympa. Mais sachez que dans celui-ci il y a quand même des grosses longueurs qui font qu'il y a des moments où tu es en train de dire bon, ce moment-là, j'ai envie qu'on avance, quoi. Donc ça promet pour un tome 3 de qualité, je pense, j'ai hâte. Et enfin, c'est un livre dont je voulais pas vous parler, je vais pas vous dire répéter pourquoi 36 fois. Je n'ai vu aucune vidéo à ce jour qui parlait de ce livre, je voulais vraiment pas me spoiler vis-à-vis des avis des gens. Je sais que Michaela l'a lu en lecture commune. En fait, après cette vidéo, ce soir, je vais regarder en fait leur avis pour voir si j'ai un avis différent. Je crois qu'elle a fait une vidéo et avec ils sont 3 en tout, donc peut-être qu'ils ont des avis divergents, j'en sais rien, ou ils ont le même avis. Mais je vais vous parler de Steven Erikson, donc Les Jardins de la Lune, que j'avais reçu à 10 €. Ce livre, je voulais pas vous en parler, mais à un moment, je me dis, faut laisser parler les haters. Voilà, je me suis dit, quand on est comme ça, de toute façon, du moment que j'en parle, en fait, même si c'est en positif ou négatif, ça changera rien. Donc, et en fait, j'ai reçu énormément de demandes de personnes qui hésitaient à lire ce livre ou pas, qui voulaient un avis. Donc, je vais vous donner mon avis. Alors, c'est un récit pour moi ce premier tome a été assez mitigé en soi. Il y a du bon, il y a vraiment du très bon, et pour moi il y a des choses qui ont été moins réussies. Alors je parle bien du tome 1, je sais que dans les commentaires on m'avait déjà dit le tome 1 il est moyen, donc la suite est meilleure.
En fait, je m'en fous un peu, moi. Il faut que voilà, il faut que le tome 1 me convainque pour que je lise la suite. Alors, de quoi ça parle le livre des martyrs? En fait, c'est donc les Jardins de la Lune. On est dans un monde in medias res, c'est-à-dire qu'on commence, on va dire, dans l'action. On est dans la première scène, dans une prise de ville. En fait, on est dans un espèce de siège. Et donc, ce récit, on va suivre plusieurs points de vue, plusieurs peuples, vis-à-vis de cette ville. On est face à l'empire malazéen qui a des volontés, on va dire, expansionnistes, hein, comme beaucoup d'empires. On est vraiment dans un schéma conflictuel avec ses voisins, on s'entend pas très bien. On a donc cette prise en fait de ville qui est pas forcément une très bonne réussite pour voilà, une partie du camp, et on a toutes ses conséquences. Donc en fait on est sur plusieurs années et sur 2 endroits différents en majorité, ce qui fait que c'est assez difficile de vous dire de quoi ça parle sans se mélanger les pinceaux et tout ça, parce que c'est un récit qui est assez difficile à expliquer. Il faut le lire en fait pour comprendre. Donc on a une ribambelle de personnages, mais quand je vous dis une ribambelle de personnages, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qu'on suit, chacun a son avis sur la question, chacun trahit, ne trahit pas, change de camp, ne change pas de camp, et de telle race, de pas telle race, de tel camp, de pas tel camp. Donc chacun a sa particularité, et on suit en fait toute cette évolution jusqu'à savoir jusqu'où ça va aboutir. Parce que vraiment, dans toute cette première partie, on va dire, du livre, j'étais en mode, bah, c'est bien, mais on va où là-dedans? Où va l'histoire, quoi? Où va l'histoire? Alors, ce premier tome, je vais déjà vous dire ce que j'ai trouvé bon, et après je vous dirai ce que moi j'ai trouvé pas vraiment bon. Alors ce qui est déjà très bien dans ce récit, c'est que c'est un récit qui est très riche en termes de world building et d'univers, c'est-à-dire qu'il y a énormément de peuples différents. Si si tu aimes, c'est vraiment ces récits où il y a de la consistance, où tu as plein de peuples, où voilà, c'est un récit qui est assez violent, il y a des trahisons, il y a des complots. Voilà, si tu aimes ça, ça va te plaire pour ça, parce que c'est assez riche. Steven Erikson est ethnologue et archéologue de profession, ce qui fait que ça se voit énormément dans son récit, ça se voit peut-être même un peu trop, mais voilà, il veut remonter, expliquer tout. Il y a énormément de peuples, de choses qui se passent, de complots, de passé, bref, on rentre un peu là-dedans comme ça. On se jette en fait un peu dans le bain et on dit c'est comme ça. Moi, je suis partisane du fait de ne pas prendre de notes, et je pense que c'est mieux, parce que si tu dois prendre des notes à chaque fois, qu'est-ce que ça doit être chiant à lire. Je dois le dire tout de suite, je pense que c'est un récit qui va se laisser porter, parce que même si il y a plein d'informations et tout ça, c'est compréhensible. Et je pense qu'il faut un peu casser le mythe que Erikson c'est très difficile à lire, voilà. Si tu es un bon lecteur de fantasy, si tu as déjà lu des récits, voilà, si tu es habitué aux récits de fantasy adulte, alors bien sûr si tu lis de la young adulte ou que tu n'as jamais lu ça, tu vas être un peu perdu. Mais si tu es habitué à lire des récits de fantasy adulte, ça va aller, hein. Ça va aller, tout va bien se passer. Et le seul truc qu'il faut que tu te dises, c'est que parfois tu vas te sentir perdu, mais c'est tout à fait volontaire de la part de l'auteur, ça se voit dans la façon dont sont amenés les éléments, sinon ça veut dire que son récit est brouillon. Je pense pas, je pense qu'il a vraiment, il projette voilà, tous ces éléments comme ça, tu les avales, et en fait le récit, c'est pas non plus « je comprends rien à ce qui se passe », non, c'est quand même explicatif de machin trahit machin, si t'es concentré, y a pas de problème. Ils vont t'expliquer, y a quand même des personnages qui sont récurrents dans le récit, hein. Il y a quand même des personnages principaux, donc voilà, tu vois un petit peu, il y a un glossaire à la fin. En soi, ce qui est assez drôle, c'est que l'histoire, je veux dire, la trame principale, elle est pas complexe de ouf, hein. Il y a un élément qui amène à un élément qui amène à un élément. Tous les éléments qui gravitent autour qui font que ça a l'air complexe. Mais il faut un peu casser ça, parce que moi on m'a dit c'est illisible, c'est trop difficile à lire. En fait, au niveau du style, quand je parle du style littéraire, c'est-à-dire la formation des phrases grammaticales, syntaxiques, c'est très simple à lire, hein, c'est pas compliqué, du genre moi je le lis en français, il n'y a pas de problème de compréhension, il n'y a pas un vocabulaire de ouf. Je peux par exemple comparer à, comment s'appelle-t-il déjà, notre ami Jaworski, où là on a un vocabulaire fleuri, on a une richesse du texte, où voilà, même si c'est pas compliqué à lire, il y a de la richesse du texte. Là, au niveau stylistique, il n'y a rien de oufissime, voilà, c'est lisible. Ce qui est un peu moins lisible, c'est pas vraiment le style selon moi, c'est plutôt la manière dont on sont amenés les éléments. C'est-à-dire que là je vais revenir sur des éléments un peu plus négatifs, parce que pour moi le gros point fort, et ce qui je pense fait que beaucoup de gens l'aiment, c'est ce côté, il y a plein d'informations, c'est riche, on me nourrit, on me donne du challenge un peu, on me nourrit. Le truc qui m'a un petit peu désarçonné, et c'est que je trouve le récit, à force de présenter ces trucs un peu ethnologues comme ça, c'est un petit peu brouillon parfois. Moi je trouve que, enfin c'est mon avis, hein, mais il y a des moments en fait je trouve que quand on est auteur, il faut qu'on amène les choses pour que les choses soient compréhensibles
et ça l'est, mais je trouve que ça aurait pu être mieux amené, je pense. Et je sais pas à quoi c'est dû. Voilà, est-ce que Erikson, c'est un livre qu'il a dû écrire rapidement? Est-ce que c'est un livre qu'il a retravaillé? Il y a vraiment des passages qui sont plus ou moins bien écrits, ou du moins les éléments sont plus ou moins bien apportés. Tu vois que c'est pas la même qualité, c'est assez fluctuant pendant tout le récit. Ce qui est assez perturbant parce que t'as vraiment l'impression qu'il a peut-être écrit, tu sais, pendant un an cette partie-là, puis il est revenu un an après. Il y a vraiment une évolution donc c'est assez en mode ok, d'accord, bon. Voilà, donc il y a ce côté un peu brouillon, fouillis. Voilà, on me donne plein d'informations, bouffe, 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 et toi t'es en mode c'est sympa, mais à un moment j'en ai marre de manger. Quoi, il y a peut-être ce côté-là, ce qui fait qu'il y a voilà, cet effet fouillis. Pour ma part, je trouve qu'il y aurait dû avoir plus de travail, et c'est peut-être un problème éditorial aussi, mais plus de travail pour amener mieux les éléments. Voilà, que ça donne pas un espèce de côté de truc où on met une masse infâme de world building à avaler. Voilà, c'est ça qui fait. Mais après, c'est pas non plus, je le répète, trop complexe. Des livres qui sont bien plus complexes en littérature, voilà, il faut un peu casser l'image. Moi, c'est le but aussi. Et quand je l'ai lu, en fait, c'était aussi sur ça que je voulais faire la vidéo, en disant il faut casser l'image de ça. Donc ça, c'est le premier point qui m'a un petit peu déstabilisée. Le deuxième point, je pense que c'est le point qui m'a le plus déstabilisée. Je trouve que le récit est très froid. Alors, je m'explique. Les personnages, en fait, à force d'être trop nombreux, n'ont aucune consistance, presque. Il y a certains personnages, il y a Crocus, il y a Paran, voilà. Il y a des personnages qu'on suit et on s'attache un petit peu au fait de leur histoire, mais du genre, quand les personnages mouraient, j'en avais rien à faire. Mais quand je vous dis que j'en avais rien à faire, j'étais comme ça. Ouais, bon, c'est chouette. Moi je n'ai ressenti aucun attachement au personnage, la psychologie est pas assez poussée, les personnages sont pas assez creusés, en fait on te les présente, ils font des actions, mais il y a rien qui crée l'attachement. Voilà, il n'y a pas suffisamment d'attachement. Les interactions entre les personnages, il y en a presque pas. Il y a certains personnages, soit ils sont en lien amoureux, mais du genre c'est 3 lignes, alors va t'attacher à un couple, alors qu'il n'y a rien qui suscite, voilà, un intérêt. Voilà, il y a des gens qui ont des liens de famille, des liens, on va dire, au niveau, parce qu'il y a des mercenaires, il y a des soldats, il y a des niveaux qui font que c'est un peu moins... Voilà, il y a des niveaux qui relient les personnages, mais il n'y a aucun sentiment, moi, qui m'est venu en lisant la lecture. Aucun sentiment d'attachement, de pleurs, de peur, J'ai été hyper neutre. Je lisais le truc en me disant, bah c'est vachement riche au niveau du world building, mais j'ai aucun sentiment pour les personnages. Et pour moi, en fait, un bon livre de fantasy, il y a besoin d'avoir de l'attachement pour les personnages. J'ai vraiment du mal à ça. Donc en fait, j'aimais bien ma lecture, mais je prenais pas un plaisir de ouf à le lire. J'étais en mode... C'est cool, il y a plein d'éléments, voilà, je trouve ça sympa, on apprend plein de choses, l'univers est super cool, mais je ressens rien. Voilà, c'est bête, hein, mais je ressentais rien. Juste en point positif parce que ça m'a fait penser à ça. Donc on a plusieurs castes, on a des mercenaires, on a des soldats, on a des rois, des reines, bref, des magiciens, des sorciers. La magie est super cool, elle est un peu cheatée quand même dans le récit. Des fois tu vois ça, ça pète de partout, t'es en mode wow, Michael Bay, qu'est-ce qui se passe? Il y a des dragons, il y a des explosions, ok, d'accord. Et en même temps, il n'y a pas tellement d'action que ça, il y a beaucoup de parlotte. Quand on voit, quand je lisais, je remarquais qu'il y avait énormément de dialogue en fait par rapport aux parties descriptives. C'est assez drôle à voir. Beaucoup plus de dialogue que de description. Il y a énormément de dialogue dans le récit. En fantasy, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus. Et ce qui est vraiment un point positif, c'est qu'on a le point de vue des dieux. Alors j'adore quand les dieux interviennent dans le récit, quand ils sont personnifiés, voilà. Là, les dieux interviennent de plusieurs manières, et ça, c'est vraiment un gros point positif selon moi, parce que, ouais, les dieux, ils interviennent. C'est pas forcément très fréquent en fantasy, et ils sont plus ou moins bons, et en même temps, ils sont plus ou moins humains. Il y a des créatures qui sont très différentes. Alors, on m'a dit, je crois en live, c'est quand qu'on m'a dit que ça ressemblait un peu à Dark Souls dans l'esprit. Alors moi j'ai pas du tout retrouvé, je regardais des lives là-dessus, des streams, j'ai pas du tout retrouvé cet univers. Alors ça, il y a des créatures, tout ça, mais c'est quand même beaucoup moins sombre à mon avis. Voilà, moi j'ai pas ressorti du tout le récit comme très sombre. Voilà. Au niveau... heureusement que je l'ai pas vu comme un récit de Dark Fantasy parce que j'aurais été déçue. Je l'ai pas du tout lu comme un récit de Dark Fantasy. Même s'il y a des méchants et que ça peut répondre aussi à la définition de la Dark Fantasy, c'est-à-dire que les mauvais dirigent le monde, je trouve que c'est pas assez sombre. Il y a du sang, mais c'est pas non plus dégueu, quoi. Donc voilà, en termes de violence, c'était pas non plus... je pensais que ça allait un peu plus loin, pour tout vous dire. Mais bon, après j'aimais ça. Oui, biscotte, oui, on aime ça. Donc les dieux, c'était un très bon point positif. On a vu les personnages, mon chat, et je vais parler du dernier point qui m'a un petit peu choquée. Oui, biscotte, ça m'a énormément choquée, la lecture. Alors, la fin est très... Voilà, le récit, la trame se tient, tout. Le truc qui m'a choquée, c'était quand même au début du roman, et je comprends pas trop la volonté de l'éditeur français, en fait, à mettre cette préface. Alors, j'ai lu la préface. Marche sur mes lunettes, biscotte, on me dira rien. Donc, j'ai lu la préface.
et j'étais un petit peu choquée de la préface. Alors en fait je comprends pourquoi certains lecteurs sont hyper agressifs et hyper élitistes et se sentent pupissés en fait après avoir lu le livre de Martyr, parce que la préface, voilà, l'auteur nous explique qu'il est ethnologue, que c'est un récit auquel il a prêté beaucoup d'attention, il y a tout un côté avec le jeu de rôle et voilà, il marque un peu toutes ses influences, ça c'est très bien. Mais voilà, il dit qu'il a été inspiré par Glenn Cook, voilà, bon pour moi c'est pas forcément une très bonne référence, mais voilà, c'est des gros livres qui sont cités. Mais le truc qui m'a un petit peu choquée dans cette préface, c'est que quand on lit entre les lignes, ou moins quand on lit le texte, donc cette fameuse préface m'a mis un petit peu mal à l'aise, et a mis mal à l'aise plusieurs d'entre vous, vous m'avez envoyé des petits messages pour m'en parler, parce que l'auteur, même s'il explique qu'il est ethnologue et tout, ça c'est intéressant, va exprimer 2 points qui m'ont gêné dedans quand même, et je comprends pas du tout pourquoi la maison d'édition française a publié ça, parce que ça donne une image quand même pas très positive de l'auteur. En clair, il t'explique dès le début que le récit c'est un récit où tu vas arriver directement dans l'action, que ça va être difficile à comprendre. On est dans une action quand même, au début c'est pas non plus, ça pète de tous les sens, mais surtout il va te dire que si tu comprends pas, si tu n'apprécies pas le livre, c'est parce que tu l'as pas compris. Il va te faire sous-entendre que si tu n'as pas apprécié le livre, parce que soit tu l'apprécies, soit tu l'apprécies pas, et ben c'est parce que t'as pas compris, donc que t'es pas suffisamment intelligent pour le comprendre. Donc sur le coup t'es en mode ok, d'accord, et il y a quand même, je trouve, une certaine dévalorisation des autres textes, des autres auteurs. Donc c'est quelque chose, je me suis dit, Terry Goodkind sort de ce corps, exactement. Donc voilà, en fait je comprends pourquoi en fait il y a des gens qui sont très élitistes dans ces lecteurs-là, parce que en lisant ce genre de préface, ils vont forcément y croire, alors que c'est totalement faux. Je veux dire, si le lecteur n'aime pas ton récit parce qu'il comprend pas, c'est qu'il y a forcément peut-être un problème de ta part aussi. Je veux dire, il n'y a pas que la faute du... Je sais que c'est pas agréable de recevoir des critiques négatives, mais c'est pas forcément que de la faute du lecteur. Ça peut être aussi la faute que le récit est peut-être mal amené, ou que voilà, ça a mal été géré au début, et c'est pas grave. Mais là, sur le coup, j'étais en mode... Oui, en fait, non, c'est pas une justification. Et je trouvais ça très bizarre qu'un auteur se justifie au début d'un roman. Je comprends pas trop. Voilà. Après, je peux comprendre qu'il prépare parce que c'est un auteur, c'est un monde qui est assez complexe, mais j'ai pas du tout été convaincue. J'ai même été assez gênée au début de la lecture. J'ai fait d'accord, ok, bon. Tu vois, la citation, le lecteur que j'avais en tête en parlant du bon lecteur, selon lui, était celui qui pourrait et voudrait se frotter à des questions sans réponse, des mystères, des alliances incertaines. Et c'est le pourrait qui me gêne un petit peu dans la formulation. Donc voilà, c'était juste pour vous dire un peu l'avis que j'ai mitigé. Pour l'instant, on va pas se le cacher. J'ai envie de lire la suite, après je suis pas dans une envie soudaine comme ça de la lire, mais si personnellement le travail sur les personnages il est pas plus poussé que ça, je vais pas accrocher. Je le sais, c'est trop froid, c'est pas assez travaillé là-dessus. Donc voilà. C'en est tout pour mon avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne lecture, et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous lisez en ce moment. Et je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve dimanche pour une vidéo sur les études de lettres. Voilà, Parcoursup, tout ça, vous expliquer un peu mon ressenti vis-à-vis de mon parcours littéraire. Voilà.